Disney Channel is on the air. Hey hey hey! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros morceau. Une chaîne de télé pour enfants, ados et même pour adultes, avec une catégorie d'âge comprise entre 0 et 107 ans. Cette chaîne qui a bercé l'enfance et l'adolescence de la plupart d'entre nous, et qui a gravé la pop culture de son tampon en forme de petite souris. Oui, on va parler de Disney Channel. Oui, presque un an après ma vidéo sur Nickelodeon, oui je sais les gars, j'abuse. Bref, parlons de cette chaîne qui fait partie de l'empire gargantuesque de la Walt Disney Company et qui a été le berceau de rêve de nombreuses stars actuelles ainsi que leur tremplin. Grâce à Disney Channel, nous avons pu faire la connaissance de nombreux talents et de nombreux bangers en termes de séries, téléfilms et musique, et ceci sur plusieurs décennies. Un cardio qui mérite d'être applaudi. Néanmoins, Disney Channel traîne son lot de casseroles, de dramas et de scandales en tout genre bien propres à eux, engendrant même une malédiction qui porte leur nom. Croyez-moi quand je vous dis que la malédiction Disney est bel et bien réelle. Mais de quoi il s'agit réellement? Mais avant, je suis obligée de t'emmener faire un léger détour. Hold up! Wait a minute! Pour te narrer l'histoire de Disney Channel, afin que tu comprennes certains enjeux. Et surtout, j'adore raconter des histoires, donc ça tombe bien. Alors, plongeons ensemble dans l'histoire de Disney Channel en passant par le meilleur et surtout par le pire. You're watching Disney Channel. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Première ère, 1983-1996, la création. On est le 18 avril 1983 à 7h du matin. Mickey en personne, à l'aide de son gang, lance sur les ondes The Disney Channel. Elle apparaît pour la toute première fois au sein des foyers américains et pourtant elle n'a failli ne jamais voir le jour. Disney Channel, on la doit à cet homme, James P. Jimmy Rowe, aka Jimmy Rowe, qui était à l'époque le directeur des télécommunications chez Walt Disney. James a fait plusieurs constats à l'époque. Dans le paysage télévisuel des années 70-80, le contenu familial était pratiquement inconnu au bataillon de toute chaîne câblée et payante. Et lui avait sous la main, comme de par hasard, des décennies de contenu qui dormaient dans les étagères. Et d'un autre côté, cela pouvait représenter une solution aux parents et aux religieux qui se plaignaient qu'il y avait trop de violence et de schmecks à la télé. Family Guy avait raison. Chaque jour, chaque soir, on voit de la violence à la télé, du sexe au ciné. Mais encore, ce fut un moyen parfait pour promouvoir la propagande Disney. En outre, en voyant le succès de certaines chaînes câblées comme HBO lancée en 72, Showtime lancé en 76 et Nickelodeon lancé en 79, il saliva au champ des possibles qui s'ouvrait à lui. Alors, il pitcha son idée aux exécutifs Disney, mais la réponse fut inattendue. Ils y ont rayonné ces gamins. Et évidemment, ils ont dit non. À l'époque, ils n'avaient pas les milliards d'aujourd'hui et ils concentraient toutes leurs ressources pour aboutir l'Epcot Center, un projet de ville imaginé par Walt Disney, qui est finalement devenu un parc à thème. Par ailleurs, en 1954, des années auparavant, ils avaient déjà testé la télé, avec notamment l'émission Le Monde Merveilleux de Disney, présentée par Walt Disney lui-même, sur la chaîne NBC. Here now to tell you about it is Walt Disney. Welcome. Et il y a eu aussi en 1955 l'émission The Mickey Mouse Club sur ABC. L'unique objectif à travers ces programmes avant la chaîne Disney Channel, c'est qu'ils financent leurs fameux parcs à thème tout en les faisant connaître. Ces émissions pratiquement fondaient Disney World et Disneyland. Mais en même temps, ce n'était pas un succès fou. Pendant tout ce temps, Jimmy Rowe, lui, il n'a pas abandonné le steak. L'idée est coincée dans sa teuté et rien n'y fait. Il sait que ça va être un banger. L'Epcot bâti, et ce fut un pari réussi, il est temps pour Disney de se lancer un nouveau défi. 1982, James a enfin le feu vert pour lancer la chaîne. Et en devient le président. Logique. Pour lancer la chaîne, Disney a dû investir un total de 45 millions de dollars, comprenant 20 millions pour du nouveau contenu et 11 millions pour un satellite afin de diffuser la chaîne.
Pour la programmation, l'idée c'était de couper la poire en 3, répartis ainsi. Un tiers du contenu existant, un autre tiers de contenu original et un dernier tiers de contenu licencié venant d'ailleurs. Tout ça facturé aux gens pour la modique somme de $10 par mois pour 16 heures de programme réparties de 7h à 20h. L'anticipation pour la chaîne fut incroyable. Nous voici enfin, nous y est. Le 18 avril 1983, it's about to go down. Mickey et sa clique lancent The Disney Channel. The Disney Channel is on the air. Avec comme logo un écran de télévision arrondi avec des lignes horizontales et la silhouette de Mickey Mouse. La première émission ever à avoir été diffusée sur la chaîne de la petite souris fut Bon Week-end Mickey. En termes de programme, la première année, il y avait des émissions comme Monsterpiece Theater, Monster Size, You and Me Kid, Dreamfinders, Journey to Imagination, Walt Disney Showcase, DTV, Welcome to Pooh Corner, Davy Crockett et The Mickey Mouse Club. Faut pas l'oublier celui-ci. Pour ce qui est du contenu, pas Disney mais diffusé sur la chaîne, il y avait The Exhilarating Hot Yacht and Cold Water, The Cave, avec James Earl Jones, The Secret Life of Plants, avec la musique de Stevie Wonder, Contraption, et Zorro. En plus de tout ça, il y avait la diffusion pour la première fois à la télé de nouveaux films comme Tron, ce qui est à fait incroyable parce que Walt ne voulait pas du tout que ces films soient diffusés à la télé. Non, trop peu pour lui. Lui, il visait seulement le cinéma. Du coup, ils créèrent pour la chaîne le tout premier film à cet effet, nommé Tiger Town. Il faisait partie de la catégorie Disney Channel Premier Films, ou maintenant on appellerait ça téléfilm Disney, ou plus DCOM ou DCOM. Et DCOM, c'est un acronyme qui veut dire Disney Channel Original Movies. Moi, je t'avoue que tout au long de mes vidéos, j'appellerais ça téléfilm ou DCOM. Mais là, DCOM, c'est vraiment pour les connaisseurs, t'as capté, ou les ricains. En tout cas, ce fut le premier d'une très longue liste. Après les premiers 6 mois, avec 28 millions de pertes, ainsi qu'une autre perte supplémentaire de 35 millions de dollars à la fin de l'année 1984, la direction était tout de même contente. Et oui, car ce fut des pertes logiques et planifiées. Selon James, pour atteindre son seuil de rentabilité, la chaîne devait au moins avoir 2 millions de souscripteurs. Et selon les chiffres, ce seuil devait être atteint entre 1985 et 86. En gros, ce fut juste une question de temps. Et cette histoire sentait bon. Car après 1 an, ils avaient déjà le million de souscripteurs. Ensuite, après 2 ans, ils ont réussi à amasser 2,7 millions d'abonnés. Pari réussi. Ils pourront manger du riz ce soir. Ce soir, on mangeait du riz. Suite à ça, un ami de Walt Disney prend le temps de souligner l'initiative de la chaîne. Cet ami n'est nul autre que le président des États-Unis d'Amérique de l'époque, Ronald Reagan. Un tampon d'approbation présidentielle qui a su ravir les parents, voire même l'Amérique entière. Malgré que la chaîne soit un succès incontesté et littéralement le bébé de James à ce stade, il prend tout de même la décision de partir pour différences superficielles avec la direction. Et ça, on sait ce que ça veut dire. Le gars, il était en bif avec ses boss. Ça veut dire ça. Du coup, à la tête de Disney Channel, les rênes de la direction sont reprises par John Cook. Malgré le succès, il y a un truc qui cloche. Le taux d'annulation avoisine les 80% par mois. C'est normal de gratter un mois et fuir. Et je suis d'accord avec toi. Cependant, le taux d'annulation des autres chaînes à l'époque tourne autour de 5%. Et c'est là où le bas blesse. La cause, finalement, peu de budget pour les shows. Et ils ne sont pas attrayants et il n'y a pas trop de choix pour les ados et pré-ados. Le programme, entre-temps, a bien évidemment évolué. Ils ont pu ajouter des choses, mais des mal programmes aussi. Ok, je te cite. Il y avait des films de Charlie Chaplin, le film Steve Allen's Comedy Room, Steve Allen's Music Room, un talk show avec Dr. Joyce Brothers, Les Aventures de Rat-Tintin, un film religieux appelé The Big Fisherman, et pour finir, un film obscur appelé The Magic Statue. Et je ne juge pas, hein, mais pour la plupart des ados, enfants lambda, it's boring. C'est pour ça que pendant un temps, Nickelodeon battait tous les records niveau télé. Et battait de loin Disney. Nickelodeon a marché pour que les autres chaînes pour enfants puissent voler. Mais ça, tu savais déjà si tu avais vu ma vidéo sur Nickelodeon. Ainsi, je t'invite à l'enregistrer pour la regarder plus tard, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait.
À liker, commenter et partager. Moi, de mon côté, je fais mon boulot à faire les vidéos. À toi de faire le tien en supportant cette chaîne. C'est un travail d'équipe, les gars. Et je peux pas tout faire toute seule. So please, abonnez-vous. Bon, revenons à nos moutons. Donc après ce constat tragique, la première chose qu'ils ont fait, c'est tripler le budget pour les shows plus tendance à destination des enfants, ne provenant pas de Disney, comme Paul et les jumeaux, les ratons laveurs, les bisounours. Je veux être un bisounours, c'est tout. Je veux être un bisounours. Les Gummy, les enfants de la rue des Gracies, et pas de la génération de Drake, mais la toute première, saupoudrés de shows basés sur les personnages iconiques de la firme, comme Dumbo Circus et le retour de la première émission de Disney, Le Merveilleux Monde de Disney. Le monde merveilleux de Disney. Le multiverse ou la cross-promotion était monnaie courante chez la firme aux grandes oreilles. Ils adorent ça et depuis toujours. Il y avait ainsi des émissions sur des ouvertures de parcs ou d'attractions ou des making-of ou même la diffusion des clips trendy du moment. Se autoriser aussi aux enfants parce que oui, ils se sont pris un temps pour MTV mais en mode pas Peggy 12. Puis, fin 80, ils mettent fin à la pratique de seulement diffuser les films classiques Dumbo et Alice au Pays des Merveilles. Les classiques sont enfin libérables. Seulement après leur sortie cassette, bien évidemment. Maintenant, à la télé, tu pouvais retrouver Robin des Bois, Merlin l'Enchanteur, Pinocchio, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, et d'autres émissions comme La Bande à Picsou, Tic et Tac et les Rangers du Risque, et surtout, l'émission Kids Incorporated, un programme mélangeant interprétation musicale et scénario avec la toute jeune Stacey Ann Ferguson, a.k.a. Fergie. Il y avait aussi Jennifer Love Hewitt, Mario Lopez et la chanteuse Chanice, marquant leur début à eux tous. Dans le même temps, il y avait aussi les débuts à la télé de Mila Djokovic dans le téléfilm Le Train de nuit vers Katmandou, MMC 89. Parlons maintenant d'une émission phare de Disney Channel, mais qui était là depuis les années 50, le Mickey Mouse Club, ou MMC If You're Nasty. L'émission existe depuis 1955 et il y a eu plusieurs versions depuis. La deuxième date de 1970 et elles étaient diffusées sur ABC, parce qu'à l'ancienne, ils n'avaient pas de chaîne. Quant à la troisième, celle qui nous intéresse le plus, date de 1989. Le MMC était une émission préenregistrée destinée aux enfants combinant musique, danse, sketch et segments éducatifs avec des jeunes talents appelés Mouseketeers. C'était un genre de Saturday Night Live pour enfants. De 93 à 94, il y a eu 2 saisons avec un casting 5 étoiles, mais on ne le savait pas encore. Et tu en connais plusieurs d'entre eux, car depuis, ils sont devenus des stars planétaires. Je parle de Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling, Kerry Russell, Jessie Chazes des NSYNC, Rona Bennett du groupe En Vogue, et d'autres personnes ayant sacrément bien réussi dans l'industrie. Aucun n'était connu à l'époque. Ils avaient tous entre 12 et 16 ans et pourtant, Disney a su et vu le potentiel. S'il vous plaît, qui a casté le show? Parce que, damn, ils avaient la vision. Hein. Cependant, MMC n'a pas fait long feu face à leur concu, même avec ses futurs superstars. L'émission a été stoppée en 1994 et en plus, Disney n'a pas rentassé ses diamants bruts. Ouais, ils avaient la vision, mais ils avaient la flemme, I guess. Car ils n'ont pas été signés ni développés par Disney par la suite. Malgré ça, ce fut un boost incroyable sur leur CV. Bien que la chaîne n'ait pas profité des talents émergents de MMC, la chaîne est fière de montrer qu'ils faisaient partie de la cavalerie Disney, afin de créer un mythe pour que l'écurie Disney soit le premier choix pour tous les enfants stars en devenir. En 89, Disney a créé le label Hollywood Records après avoir formé un groupe issu du MMC 3e génération appelé The Party. L'objectif, c'était de distribuer de la musique bano hors de tout ce qui est soundtrack et agir comme un vrai label. Toutefois, à
ce moment-là, ils n'avaient pas en tête de fabriquer des stars made in Disney. Non, ça là, c'était même pas leur idée. À vrai dire, ça vient d'une personne qu'on évoquera incessamment sous peu. Chaque chose en son temps, baby. Années 90. Dans les années 90, la programmation est étendue à la nuit et la chaîne tourne dorénavant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une stratégie payante. La chaîne a pu acquérir plus de 5 millions d'abonnés et a réussi à générer 20 millions de dollars par an. De plus, ils ont réussi leur pari de départ, être une chaîne pour enfants et pour adultes, car selon une de leurs études, ils ont pu constater qu'un cinquième de leurs abonnés n'avaient même pas d'enfants. C'était juste des fans de Disney adultes. Comme il y en a plein encore actuellement. Et franchement, je peux l'attester car je l'ai vu de mes propres yeux, car ma meilleure pote l'est. So yeah, ils existent. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Toujours dans les années 90, ils prennent la décision de faire des partenariats afin d'être inclus dans des bouquets télé. En 95, le premier pays hors des États-Unis à diffuser la chaîne est Taïwan. Puis le monde a suivi, dont la France en 1997 via CanalSat ou Numéricable à l'époque. Plusieurs autres programmes ont été ajoutés à cet effet. À ce stade, je ne pourrais pas tous les citer et j'ai même arrêté depuis le départ en fait. Parce que oui, dès les années 50, il y avait beaucoup plus d'émissions Disney qui étaient diffusées, mais je pouvais pas tous les citer non plus. En fait, ils sont trop prolifiques, donc voilà. Mais, je citerai les plus populaires. Il y avait les aventures de Huckleberry Finn avec Elijah Wood, Super Baloo, Mr. Mask, la bande à Dingo, Gargoyle, les anges de la nuit, la série Aladdin et la série Timon et Pumba. Ils créèrent d'autres émissions live pour se diversifier avec Going Wild, Bug Juice, Movie Surfers et même des jeux télé comme Mad Libs et Off the Wall. Suite aux nombreuses stratégies mises en place, en 97, Disney Channel a réussi à accumuler plus de 25 millions d'abonnés. La chaîne était une réussite, certes, mais à l'époque, elle n'était pas considérée comme cool. MTV était in the boîte et c'était plus Nickelodeon et Cartoon Network qui avaient l'attention de leur cible rêve. Disney était plus associé à ses parcs et films d'animation mythiques comme Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête ou même La Petite Sirène. Alors, comment faire pour y remédier ? Place un nouveau branding. Voici la deuxième ère de Disney Channel. Deuxième ère 1997-2001, le premier rebranding. Cette époque marque l'arrivée de la nouvelle présidente de Disney Channel, une ancienne exécutive tout droit sortie de Nickelodeon, appelée Anne Sweeney. Elle a eu pour mission de faire en sorte que Disney Channel domine les networks pour enfants et ados. L'objectif, c'est le haut du panier, baby. Par ailleurs, le logo change. Il devient une télé avec les oreilles de Mickey, avec un Mickey tout sourire, les bras ouverts. Petite anecdote bien inutile car ça ne nous concerne pas, mais je voulais quand même le dire. Mais au States, depuis le début, la chaîne s'appelait The Disney Channel. The Disney Channel is on the air. Et en 97, ils ont décidé d'enlever le fameux The, comme The Facebook à l'époque. Drop the, just Facebook. It's cleaner. Ensuite, le programme de la journée était découpé ainsi. Le matin pour les enfants via la section Playhouse Disney, l'après-midi pour les ados à travers Zouk Disney, et le soir pour la famille et ou pour les adultes, mais pas pervers, via Walt Disney. D'un côté, il y avait Playhouse Disney comprenant Tibère et la Maison Bleue. Moi je m'appelle Tibère. Salut, je suis Trotter. C'est super. Hors de la boîte, Rolly Polly Olly. Rolly Polly Olly, mini malin tout rond. Et les Tifoudous, entre autres. De l'autre, on a Walt Disney avec du contenu classique, les Muppets, ou bien il y avait le contenu qui était déjà présent au début de la chaîne. Quant à Zouk Disney, c'était des clips musicaux avec les NSYNC et Britney, des anciennes stars Disney, voilà, un petit clin d'œil, un petit retour aux sources, des bandes annonces de futurs films Disney, des séries originales made in Disney, comme Aux frontières de l'étrange, Jet Jackson, Saving the world, one mission at a time. At least that's who I play on TV. In real life, I'm Jet Jackson. Le Jersey, La guerre des Stevens, avec Christy Carlson Romano et Shia LaBeouf qui débute sa carrière via cette série. Il y avait aussi Chahu au Bahut, starring pendant le temps de quelques épisodes Ryan Gosling, mais aussi du contenu hebdomadaire exclusif licencié par Disney comme Sister Sister, ou plutôt Sister Sister! Sister, sister.
jure, il y a des trucs qui sont gravés dans ma tête, comme c'est générique. Avec les sœurs jumelles Tia et Tamara Mowry et Mark Huston, Incorrigible Cory et Quoi de neuf Docteur avec Leonardo DiCaprio, et cette série fait partie de l'un de ses premiers rôles à la télévision. Des shows assez edgy, surtout pour Disney à cette époque. The Disney s'était spécialement targeté pour les ados. Et au vu du succès rencontré avec cette audience, ce segment changera à tout jamais la DA de la chaîne. De surcroît, ils se sont enfin lancés activement dans la production de téléfilms pour ados pas chers à produire, mais regardables à l'infini, les DCOM. Cette fois-ci, ils ne vont pas faire les choses à moitié et en sortir un toutes les pleines lunes en mercure et si le soleil est à l'envers. Là, ils vont sortir des DCOM à gogo. Il y a eu entre autres Under Wraps, Les sorcières d'Halloween, Zenon, la fille du 21e siècle, Ne regarde pas sous ton lit, Le ranch du bonheur, Savant en herbe, avec Amy Rossum, connue grâce à la série Shameless, Le garçon qui venait de la mer, avec Kristen Stewart dans son premier rôle ever, un rôle non crédité et non parlant. 98 marque les débuts d'une très jeune actrice qui a été la chouchoute du monde entier et qui a été découverte par nul autre que Disney. Il s'agit de Lindsay Lohan. À seulement 12 ans, elle débute sa carrière non pas dans un téléfilm Disney, mais dans un film estampillé Walt Disney Pictures, via le long métrage À nous quatre, aux côtés de Kat Graham, qui elle aussi débute à Hollywood. Le film, bluffant de réalisme pour l'époque, propulse Lindsay Lohan dans la stratosphère de l'industrie. Grâce à ça, elle signe avec Disney pour jouer dans plusieurs DCOM, comme Grandeur Nature aux côtés de Tyra Banks, Opération Walker aux côtés de Brenda Song, et par la suite, elle apparaît dans un autre film Disney, au ciné, l'iconique Freaky Friday, Dans la peau de ma mère, aux côtés de Jamie Lee Curtis, Mark Harmon et Chad Michael Murray. La même année, un changement drastique est de mise. Une autre chaîne arrive et c'est Toon Disney. Une chaîne spin-off qui devient une nouvelle maison pour tout le contenu animé pour enfants âgés de 7 à 11 ans, comprenant Marsupilami, Teen Disney Doodles et tous les persos iconiques de Disney. Et ça, c'est vraiment un truc de zinzin car au départ, les persos iconiques de Disney et les programmes d'animation, c'était leur atout marketing majeur. Voici une petite anecdote pour attirer plus de monde dans leur filet. Pour promouvoir leur chaîne, ils vont faire en sorte que les week-ends, tout leur contenu soit accessible à tout le monde, puis vont couper la semaine pour mettre l'eau à la bouche. Comme avec CanalSat back in the day, qui laissait quelques jours accessibles aux pauvres, quelques jours de pur bonheur, soit dit en bassin, cette pratique vient des States. En gros, c'est le concept d'une période d'essai. Par conséquent, fin 98, ils ont pu amasser plus de 41 millions d'abonnés. Puis en voyant leurs stats, ils décident alors d'enfin d'abandonner l'idée que Disney soit juste une chaîne de télé payante solo. Elle fait dorénavant partie seulement des bouquets TV payants en décembre 98, rendant plus accessible la chaîne à un plus large public. Chez nous en France, ce fut à partir de 2011. En peu de temps, les chiffres s'affolent. La chaîne passe de 41 à 70 millions d'abonnés. Pendant longtemps, au lieu d'avoir des pauses publicitaires, la chaîne diffusait des interstitiels afin de promouvoir les parcs à thème de la société, les sorties en salle de cinéma, leur merch et bien plus. Par exemple, pendant des mois, avant même l'annonce du Monde de Nemo, la firme a diffusé des informations sur les poissons afin de susciter l'intérêt des enfants. De sorte qu'ils supplient leurs parents de les emmener voir le film sur les poissons. Parce qu'au final, ça se renta bien vite, 70 millions d'abonnés. Pour info, quelques chaînes en France ont pensé aux pauvres comme nous, et je fais partie de cette team. Et perso, j'étais tellement pauvre que je n'avais pas la chaîne et je passais mes mercredis après-midi à regarder la chaîne chez des potes. Les pauvres matters ici, en fait, on est ensemble. Une petite partie de Disney Channel arriva via l'émission Disney de TF1 de janvier 99 à décembre 2006. Diffusé le dimanche matin. Entre-temps, le nom avait changé pour Club Disney. Petite pause, parce que oui, le nom a changé pour Club Disney, mais avant Disney, point d'exclamation, le nom était Club Disney aussi. Ouais, ça m'a pris du temps pour le comprendre, PTDR. Mais en plus de ça, j'aurais même pu parler du Club Dorothée qui diffusait du contenu Disney. Mais j'ai appris que Disney n'était pas satisfait du Club Dorothée et ne voulait plus du tout s'associer à elle. Du coup, TF1 a créé Club Disney. J'espère que t'as capté. Et cette dernière est l'ancêtre de Tfou. Voilà, petite info comme ça. On pouvait alors retrouver les séries animées comme Aladdin, Doug, Timon et Pumba,
La cour de récré, Cusco, un empereur à l'école, il est trop cool, il a le look, c'est certain. Lilo et Stitch, la série, et Kim Possible entre autres. M6 a bien évidemment suivi la tendance de septembre 1999 à mai 2002 avec Disney Kid le mercredi matin avec Doug, la petite sirène, les 101 Dalmatiens, la série, Hercule, les Weekenders et les aventures de Buzz l'éclair partagées avec TF1. J'ai oublié de parler de la section à l'ancienne appelée le Disney Channel, diffusée sur France 3 à l'époque de 1985 à 1988. En vrai de vrai, il y a eu tellement de segments Disney à la télé au fil des années que je ne peux pas tous les faire. Je ne peux pas tous les citer, mais c'est important de faire un clin d'œil tout de même. Lizzie McGuire, 2001. Hey, I'm Hilary Duff from Lizzie McGuire, and you're watching Disney Channel. En 2001, un vent de fraîcheur s'empare de la chaîne via la série Phénomène Lizzie McGuire. Avec Hilary Duff, tout juste âgée de 14 ans. Lizzie McGuire suit les aventures d'une adolescente simple et un peu bizarre de 13 ans. Lizzie, qui navigue à travers les défis de l'école, de l'amitié, des relations tout en faisant face aux hauts et des bas de la vie quotidienne, accompagnée de son alter ego animé qui exprime ses pensées intérieures tout en cassant parfois le quatrième mur. Et c'est un hit. Enfin, à la télé, il y a une représentation assez fidèle de la jeunesse ado-américaine. Via cette série, pas mal de jeunes arrivent à s'identifier. La relation parasociale avec ses fans était au max. C'est pourquoi la série a été nommée 2 fois aux Emmy Awards. Petit aparté gossip parce que, pourquoi pas, il y a eu un bif sur le plateau entre Hilary et Lalaine Vergara Paras, celle qui jouait Miranda Sanchez, sa BFF. Et suite à ça, Lalaine a carrément été virée. Bref, très vite, Hilary devient une idole des jeunes. Mais elle ne voulait pas que jouer la comédie. Elle veut être une pop star. I like who I am, but I'd like to be Britney Spears. La petite a faim et elle a bien raison. Il y a le monde à manger. Alors que Disney n'était pas chaud du tout pour cette idée de pop star, elle a dû les convaincre qu'il était possible d'allier sa passion pour la musique et l'acting. Ils acceptèrent de parier sur elle musicalement en apparaissant sur diverses bandes son, notamment pour sa série, tout en étant signés au sein de leur propre label Hollywood Records. Surtout après avoir raté le coche avec les Britney, Justin et Christina, ils se sont dit plus jamais. Enfin, c'est ce que je présume vu la suite. Leur plan, trouver des enfants talentueux dans le max de domaines artistiques possibles, surtout le chant, l'acting et la danse, et ainsi leur donner des rôles principaux dans une série, puis les transformer en réels superstars. À vrai dire, pour la suite, il était commun pour un acteur ou une actrice principale d'une série de chanter son propre générique. Et quand c'était le cas, ça veut dire que le plan était en marche. Du coup, cette idée du Star Made in Disney, ça vient d'Hilary Duff. Ouais, c'était la première à être une star Disney full package. If it wasn't for you, there wouldn't be a Miley, a Exactly. Demi. You ever look at it like that? Like you kind of started what they're doing now? I do, but I don't sit around and like take credit for it. Ce fut elle, la blueprint, le titan originel et le modèle à suivre. Pour te faire comprendre la dinguerie que c'était le combo Hilary Duff et Lizzie McGuire, avec son merch seul, la marque s'est fait plus de 100 millions de dollars. Après ça, sa carrière a explosé. Elle était partout. Elle a sorti plusieurs albums à succès, dont Metamorphosis, comprenant le single So Yesterday. Et l'album Hilary Duff, comprenant le single que je me surprends à chanter à mon bigage, Wake up, it's a Saturday night. Mais vraiment, si je chante pas tous les jours, je sais pas ce que je fais de ma vie. Elle était également à l'affiche de Cadet Kelly et à sa sortie, il est devenu les 10 coms le plus vu de toute l'histoire de la chaîne. Évidemment, ce record a été écrasé par la suite par une trilogie que tout le monde connaît. Je te laisse deviner. Et surtout, elle était à l'affiche de plusieurs films comme celui dérivé de sa série Lizzie McGuire le film qui ressemble étrangement à un projet qu'ils lanceront quelques années plus tard. Hannah Montana. En plus de ça, elle était la vedette d'autres productions hors Disney, dont Cody Banks, Agent secret,
avec Frankie Muniz et Comme Cendrillon avec Chad Michael Murray et le film 13 à la douzaine. Mais pour Hilary, l'aventure Disney s'arrête en 2004. Car selon elle et sa mère qui était sa manager, le salaire de Duff était insignifiant, insuffisant, inexistant. Surtout au vu des pépettes qu'il se faisait sur son dos. À cause de ça, elle n'a pas eu le rôle principal de journal intime d'une future star. Il est revenu à Lindsay Lohan, qui était à l'époque sa rivale. Mais ça, on en reparlera plus tard. Bien plus tard. Pas dans cette vidéo en tout cas. Mais ça ne l'a pas arrêté d'avoir une carrière par la suite. Elle a pu trouver le succès avec la série Younger et aussi via le spin-off de How I Met Your Mother qui s'appelle How I Met Your Father. En plus de sa carrière d'actrice et de chanteuse, Hilary s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle est aujourd'hui maman de 3 enfants et est suivie par des millions de followers via les réseaux sociaux. En tout cas, Madame a un CV bien rempli et restera à jamais une icône de la pop culture des années 2010. Troisième era, 2002-2013. Le Prime. En 2002, Disney Channel compte plus de 80 millions d'abonnés américains. Au même moment, il décide de changer le logo, il devient un nuage stylisé de couleur bleue accompagné du texte Disney Channel, créant une image moderne et dynamique. Ils ont enfin compris que targeter les ados, c'est là où il y a les pépettes. En France, ils lancent l'ancêtre de Disney Junior, j'ai nommé Playhouse Disney, qui devient une chaîne à part entière pour les 3-7 ans. De plus, c'est la fin des segments Disney Volt et Zoog Disney et la chaîne Disney Channel plus 1 avec une heure de décalage de diffusion est créée. Avant, il existait une règle officieuse qui stipulait que les shows étaient annulés après 65 épisodes, parce que c'est assez d'épisodes pour les diffuser tous les jours de la semaine pendant 3 mois. Et j'ai calculé, c'est vraiment le cas, si on compte pas les week-ends, comme La Guerre des Stevens ou Lizzie McGuire. Mais ils ont arrêté de suivre cette règle avec les shows suivants. Voici la liste de shows, de séries live et animées diffusées et créées par la chaîne. By the way, certaines auront leur petit segment à elles parce qu'ils nous ont pondu des classiques incroyables pendant ce run magique. Il y a eu entre autres Cool Attitude avec Kyla Pratt et le générique par Solange et les Destiny's Child. Kim Possible, Phénomène Raven, La Cour de récré, qui a été créée en 97 mais diffusée par la chaîne en 2003, Lilo et Stitch, la série, Fil du futur, avec Alison Michalka, La vie de palace de Zack et Cody, Cusco, Phineas et Ferb, Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Les sorciers de Waverly Place, Corée est dans la place et La vie de croisière de Zack et Cody. En plus de ça, ils prennent l'initiative de créer la section Jetix sur Disney Toons, afin de diffuser du contenu d'action et d'aventure pour les garçons de 8 à 15 ans. Car pendant un temps, on dirait que la plupart des shows étaient destinés à des ados-filles. Donc ils ont switché up a bit avec entre autres des shows provenant d'ailleurs et qui ne sont pas des créations Disney comme Captain Flamingo, ou bien Naruto, Pucca, Sonic X, Shuriken School, Galactic Football, ou bien Hamtaro, des bangers que je regardais des fous malades. Et j'étais pas la seule. Donc dire que c'était une chaîne entre guillemets pour les garçons, je sais pas les gars, je suis pas sûr de ça. En 2009, ils fusionnent la chaîne Toon Disney et la section Jetix pour créer Disney XD qui cible les garçons. Là-bas, ils diffusaient aussi Phineas et Ferb ainsi que la première série Disney XD originale nommée Aaron Stone. Jimmy l'éclate, Kid vs Kat, Père de Roi avec Michel Musso et Adam X. Allez, c'est reparti pour le petit tour de nostalgie. Tu croyais que c'était fini? C'était TDR. Oh shit, here we go again. Continuons la liste des programmes diffusés et créés par Disney Channel. Parce que j'ai juste fait une petite pause. Ouais, les gars, c'était pas fini et en plus la liste est non exhaustive. Il y a eu Jonas Eley, Sony, Shake It Up, avec Zendaya, Bella Thorne et Roshan Fegan, Bonne Chance Charlie, Austin et Ali, avec Ross Lynch, Laura Morano, Reina Rodriguez, la sœur de Rico Rodriguez de Modern Family, et quelques apparitions de Noah Centineo. Section Genius,
avec China Anne McClain, Jessie, avec Debbie Ryan, Cameron Boyce, Sky Jackson, Peyton Royalist et Karen Brar, Sketch à Gogo, série dérivée de Sony, Mère et Fille, Gravity Falls, Violetta avec Martina Stossel. C'était la série de ma petite sœur et même si c'était pas ma génération, le son Ser Mejor et ils ont d'aide. Ils ont d'aide, je suis obligée de l'avouer. Les Biotins, Liv et Maddie avec Dove Cameron. Et n'oublions pas les fameux téléfilms aka DCOM. Comme Bienvenue chez Trudy, Cadence, qui marque les débuts de la carrière d'America Ferrera, la trilogie Cheetah Girls, Un père pas comme les autres, avec Janet McCurdy et Hayden Panettiere, qui a commencé sa carrière chez Disney plutôt côté cinéma, avec les films Mille et une pattes en 98 et en 2000 Dinosaure et le plus beau des combats, Les sœurs Callum, avec les sœurs Ali et AJ, la trilogie High School Musical, Jump In, avec Corbin Bleu et Kiki Palmer, Camp Rock, Princesse Protection Programme avec Selena Gomez et Demi Lovato, Avalon High, Un amour légendaire, Bienvenue chez les scouts, 16 vœux, Lemonade Mouth, Le geek charmant avec Sarah Hyland, Lily Shine, avec Coco Jones, Tyler James Williams, Trevor Jackson et des apparitions furtives des sœurs Chloé et Halle Bailey et Teen Beach Movie avec Ross Lynch et Jordan Fisher. Un run légendaire. Après tout ça, j'avoue que je suis curieuse, dis-moi en commentaire tes shows et tes films préférés. Même les moins connus, même ceux que je n'ai pas cités. Dis-moi. Comme dirait Whitney, Disney Channel a créé un empire. Contenu après contenu. I built this shit. Me. Brick by brick. Chaque élément s'emboîtait parfaitement. À ce stade, les acteurs de la chaîne n'étaient plus que de simples acteurs. Ils étaient des ambassadeurs et le visage de la chaîne avec le passage obligé de l'animation avec le bâton fluo. Quand tu faisais cette animation, tu avais réussi ton passage chez Disney Channel. En 2012, consécration. D'après Nielsen Research, Disney Channel bat enfin Nickelodeon en tant que chaîne du câble pour enfants après 17 ans de règne à la première place pour Nickelodeon. Maintenant, concentrons-nous sur certains programmes phares de cette ère, car il y en a des choses à dire. Kim Possible 2002. You're watching Disney Channel. En 2002, la chaîne cherche à créer une série d'animation originale, tout en ne reprenant pas un personnage d'un long métrage. En effet, l'idée demandée est une série qui montre des enfants ordinaires dans des circonstances exceptionnelles, mêlant action, espionnage, amitié et humour. Et cela donne Kim Possible. Légèrement inspiré de Lara Croft visuellement. En anglais, la voix de Kim devait se faire par Annalise Vanderpool, une des actrices de Phénomène Raven, mais elle refusa le rôle. C'est alors Christy Carlson Romano, qui vient de La Guerre des Stevens, qui a eu le rôle. Pour Robin, il y a eu plusieurs prétendants, dont Neil Patrick Harris et John Cena. Mais c'est Will Friedle, qui vient de la série Incorrigible Cory, qui a eu le rôle. Et petit fun fact, c'est Raven Simonet qui fait la voix de Monique. Kim Possible a marqué toute une génération d'enfants. Le pitch, Kim, une lycéenne populaire, capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl, se mue de temps en temps en aventurière pour déjouer les plans de machiavéliques et ainsi sauver le monde. Accompagnée de ce générique esquis, chanté par Christina Milian. Et petit fun fact, en France, le générique a été chanté par Priscilla. Qu'il arrive, je l'emporte. Rien ne stoppe ici-bas, qu'est possible.
La série est tellement un succès qu'elle a été nommée plusieurs fois aux Emmy et a eu droit à son propre film en 2005, Kim Possible Mission Cupid, ainsi qu'un autre film en live action en 2019. Phénomène Raven, janvier 2003. Hi, I'm Raven from That's So Raven and you're watching Disney Channel. Ma série avec Raven-Symoné, Kyle Macy, Annalise van der Pol, Orlando Brown et Rondell Sheridan avec ce générique iconique. Interprété par Raven-Symoné elle-même, ainsi qu'Annalise van der Pol et Orlando Brown. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Phénomène Raven, déjà je vous plains, mais en gros, il s'agit d'une série comique qui suit Raven Baxter, une ado ayant le pouvoir de voir des visions de l'avenir, souvent à des moments inopportuns. Elle utilise ses capacités, souvent de manière maladroite et rocambolesque, pour résoudre des problèmes, tout en gérant les défis typiques de l'adolescence avec ses amis et sa famille. De base, la série devait s'appeler The Future Is On Me, ou en français, L'avenir m'appartient, ou Absolutely Psychic, ou en français, ça se traduirait par Absolument Psychique. Good God, ils ont changé. Un jour, la jeune Raven-Symoné, âgée de 15 ans, auditionne pour le rôle de la BFF. Elle qui travaille depuis ses 2 ans, elle a plié l'audition. Parce que faut voir son CV, faut le voir pour le croire. À 4 ans, elle était dans le mythique Cosby Show. Niveau film, elle avait un palmarès tapeur. Elle jouait dans des films aux côtés d'Halle Berry, dans Alex Haley's Queen, dans d'autres films avec Eddie Murphy pour la saga Dr. Dolittle, et elle apparaissait dans des pubs à gogo. Et en plus de ça, à 7 ans, la petite était déjà dans le Billboard avec son propre album. Qui la peut, s'il vous plaît, qui la peut. Sans autre choix que d'être sous le charme, les producteurs ont tout changé pour elle, jusqu'à lui donner le nom du lead tellement elle était talentueuse. Un choix qui fut basé sur le talent uniquement, mais qui fut révolutionnaire pour l'époque. Et l'est encore aujourd'hui, car c'est la première fois que le perso principal d'une série est une ado noire, alors qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Dans ce bas monde, oui, le talent n'a pas de couleur, mais les opportunités si. Cette série a gagné plusieurs prestigieux NAACP et a été nommée plusieurs fois aux Emmy. Ce fut la première série à battre les fameux 65 épisodes avec 100 épisodes à son actif. Et en plus de ça, ce fut la première série à avoir un spin-off via Corée dans la place. Avec Kyle Macy, Rondell Sheridan, Jason Dolley et Mayara Walsh. Pour Raven-Symoné, Phénomène Raven n'était que le début. Cheetah Girls, août 2003. What's up, I'm Adrian and you're watching Disney Channel. Mon Dieu, les Cheetah Girls. Bon, ce n'est pas mon seul amour Disney, j'avoue, mais tu vas vite comprendre l'amour que j'ai pour cette saga. Oh là là. Bon, juste à y penser, juste d'y penser, ça me fait sourire. Je peux littéralement en écrire un livre ou même carrément en faire une vidéo. Et il y a des marathons que je me fais constamment dans ma vie et les Cheetah Girls en fait partie. Et ça, ma petite sœur qui partage ce même amour, mais je sais que je ne suis pas la seule. Les Cheetah Girls fans? Assemble. Au casting, Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Kelly Williams et Sabrina Bryan. La trilogie raconte l'histoire de 4 adolescentes talentueuses qui forment un groupe musical dans l'espoir de percer dans l'industrie de la musique. À travers des défis, des amitiés et des rêves, elles apprennent à s'entraider pour réaliser leurs ambitions tout en restant fidèles à elles-mêmes. Adapté d'une série de livres du même nom, ce qu'ils ne font jamais chez Disney Channel, et pourtant il devient le 15 août 2003 le premier téléfilm musical de la chaîne avec 6,5 millions de téléspectateurs ricains. Au final, il a été regardé par 84 millions de téléspectateurs dans le monde entier, cassant au passage tous les records pour un film de ce genre pour la chaîne. Puisque ce film était de base un test, il ne savait pas s'il y avait une réelle demande. Et pourtant si. Petit fun fact, c'était pas censé être un film musical, mais un film classique. Cependant, l'une des productrices, Debra Martin Chase, a sorti des chansons sous son chapeau et a poussé le truc, et ils ont accepté. Parce que l'inverse, on n'aurait pas pu accepter. On peut pas accepter, hein? C'est pourquoi, grâce à elle, on a eu des soundtracks délicieuses. Il y a le premier, on a eu Cinderella, ou Cheetah Sisters, Pour le deuxième, on a eu Strut Like a Minute, Change Your Mind,
Comment, get up. Excusez-moi parce que voilà, pour les biens de cette vidéo, j'ai dû écouter certains sons. Enfin, j'étais obligée quand même. En y pensant, je suis obligée de repartir à Barcelone pour une certaine scène. J'étais à Barcelone pendant 1 mois. Même pas, je suis partie dans ce parc. Si, je suis partie dans ce parc-là, j'ai même pas fait la scène, j'ai même pas fait la Corée et tout. You had one job. Just the one. Malade! Il y avait aussi Alananita Nana, Dance With Me, Step Up, ou même Amigas Chidas. Enfin, pour le 3e, on a eu Dance Me If You Can, I'm the One, Fly Away, One World, et What If. Ils ont assaisonné les chansons avec du crack. Ok, non, il n'y a pas d'autre explication. Dans le même temps, le groupe fictif, qui est presque devenu un vrai groupe, a vendu plus de 10 millions de CD, et ça sans promotion. Elles ont fait également un album de Noël et plusieurs tournées, ne comprenant pas Raven à cause de son emploi du temps bien chargé. Et sorti plusieurs albums soundtrack avec des pépites comme Fuego. Dans le 3e volet, Raven ne figurera pas du tout. Elle, qui à l'origine portait la franchise à bout de bras, a révélé plus tard que cela était dû au fait qu'elle se sentait ostracisée et exclue sur le tournage du 2e film. Il y avait du drama à n'en plus finir avec elle. Elle au pluriel. En vrai de vrai, j'hésite à en faire une vidéo. Parce que franchement, il y a des doses à sortir. Il y a des choses à dire. J'hésite. Dis-moi si ça vaut le coup. En fait, j'ai trop d'idées de vidéos déjà, mais ça là ça serait trop bien. La franchise à l'imprimé Léopard a pavé le chemin pour tous les autres musicals de la chaîne. Avant les High School Musical, Camp Rock, Teen Beach, Descendants. Après Hilary Duff, c'était Raven qui était partout. C'est pourquoi, après ces phénomènes, la firme a commencé à faire confiance à leur système de plus en plus rodé. La vie de palace de Zack et Cody, 2005. Cette série met en lumière les talents des jumeaux Cole et Dylan Sprouse, Ashley Tisdale et Brenda Song. Avec la suite vient la vie de croisière de Zack et Cody, comprenant le même cast ainsi que Debbie Ryan. La série suit les aventures des jumeaux Zack et Cody qui vivent dans un hôtel de luxe à Boston où leur mère travaille comme chanteuse. Leur quotidien est rempli de bêtises, de farces et de rencontres avec des personnes hautes en couleur, tout en essayant de jongler entre leur vie d'enfant et les situations comiques dans l'hôtel. Les jumeaux Sprouse ont commencé leur carrière à 8 mois. 8 a bien entendu, j'ai dit 8 mois. Un peu comme les jumelles Olsen. À vrai dire, les Sprouse étaient aussi populaires que les Olsen, back in the day. Quand ils ont commencé à jouer dans la vie de palace de Zack et Cody, âgés de 11 ans et hauts comme 3 pommes, ils avaient à eux deux un CV long comme pas possible. On peut y apercevoir Friends, That 70's Show et Big Daddy aux côtés d'Adam Sandler. Quant à Ashley Tisdale, elle avait d'abord auditionné pour le rôle de London Tipton, joué par Brenda Song. Mais les producteurs se sont dit, nah, le rôle de Tipton ira à Brenda sans même qu'elle ait auditionné. Initialement, le perso devait s'appeler Paris car c'est une parodie de Paris Hilton. Et avant même que Brenda n'accepte le rôle, elle était acceptée à 16 ans à Harvard. Elle n'ira point car elle choisira sa carrière à la place. Au passage, la série a vu passer tellement de futures stars, dont Victoria Justice, Nathan Kress, Reina Rodriguez, Moises Arias, Vanessa Jens, Daniela Monet, Drusilla, Selena Gomez et Emma Stone qui a doublé la voix du chien de London. Il y a eu aussi pas mal de guests musicaux comme Jessie McCartney, Chris Brown et les Cheetah Girls. High School Musical, janvier 2006. High School Musical, mon bébé au final. Et oui, cette franchise fait également partie de mon marathon. Et de ma vie à jamais. Ouais, clairement. Ouais, à jamais. J'ai encore chez moi une serviette High School Musical. T'as ma petite sœur, mais quand elle a eu, I was proud.
Attends, je vais la ramener. J'y crois pas, je l'ai encore. Wait, il est où mon... Elle est là. Genre, wait. Oh my god. Et la vie, je suis fière. J'avais aussi acheté des goodies et le livre et des livres collector et tout, que je retrouve plus. Mais, voilà. Est-ce qu'on voit leur gueule? On voit encore leur gueule, hein. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Ne me jugez pas. Je dois me remettre. Je suis morte. Enfin bref, petit aparté souvenir. Mais en 2006, le raz-de-marée High School Musical débarque sans prévenir dans nos foyers. En tête d'affiche, on retrouve Zac Efron qui joue Troy Bolton, Vanessa Hudgens qui incarne Gabriella Montez, Ashley Tisdale qui incarne Sharpay Evans, Lucas Grabeel qui est Ryan Evans, Corbin Bleu qui incarne Chad Danford et Monique Coleman qui joue Taylor McKessie. On suit les aventures de Troy et Gabriella, deux ados qui découvrent leur passion pour le chant et la danse tout en jonglant avec les attentes sociales et scolaires de leur lycée. À travers des défis, des amitiés et des histoires d'amour, ils inspirent leurs camarades à poursuivre leurs rêves et à briser les stéréotypes tout en évoluant au fil de leurs années au lycée. Après quelques semaines, la franchise est devenue un phénomène culturel et un standard dans la programmation télé pour enfants et ados. La recette est juste parfaite. Les chorés, les musiques, les acteurs, tout est juste. Et pourtant, il fut surpris de l'effervescence autour du projet. S'il vous plaît, concentrons-nous de petites minutes et peut-on parler de la bande-son comprenant Start of Something New? Get your head in the game. Stick to the status quo. Bop, 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 bop to the top. Yeah, we're gonna bop to the top. Slip and slide and ride that rhythm. Ou même Breaking Free. We're breaking free. Petite anecdote, mais de base, le rôle joué par Zac Efron était de base pour Jesse McCartney, qui a finalement refusé. Et puis, en plus, Zac ne chantait pas ses chansons dans le premier volet. C'était Drew Seeley. Ils nous ont fait une Milli Vanilli dans le plus grand des calmes. Par ailleurs, Kenny Ortega, qui avait collaboré avec Michael Jackson et Madonna, notamment, et avait déjà travaillé avec Disney côté film sur le film Hocus Pocus, a été le directeur et chorégraphe de la trilogie, ainsi que du deuxième Cheetah Girls et les 3 premiers Descendants. Pour promouvoir le deuxième film, ils ont la merveilleuse idée de faire un crossover avec le cast d'Hannah Montana. Ainsi, la première d'High School Musical 2 fut n'importe quoi. T'as pas idée. Ils ont réussi à accumuler 17,2 millions de téléspectateurs américains, brisant tous les records et à jamais. Encore aujourd'hui, High School Musical 2 est le plus gros succès d'e-com ever. En France, il fut diffusé par Disney Channel et M6 et regroupant sur les plusieurs diffusions plus de 10 millions de téléspectateurs français devant leur écran. Si ce n'est pas du n'importe quoi, c'est quoi? Dites-moi. Au total, cette année, en 2007, plus de 90 millions de personnes dans plus de 100 pays ont vu le film. L'album comprenant la soundtrack était top 1 du Billboard 200 et était le plus vendu de l'année, tout genre confondu. Ils ont battu B-Day de Beyoncé, Future Sex de Justin Timberlake et The Duchess de Fergie. Ce qui est normal quand ça sort de What time is it? It's another time, yeah, it's time to cash. J'ai toujours dit it's time to cash, toujours. Que je chante tous les jours parce que sinon je meurs. Non vraiment, quand on me dit il est quelle heure, je suis obligée de la chanter. Obligé. J'ai toujours, en fait, j'ai des sons pour tout et n'importe quoi. Et What Time Is It, il fait partie de mon n'importe quoi. J'avoue, il fait partie de ma DA. Et so, à ma grande sœur, cette fois-ci, qui a inventé It's Time to Quechua. J'ai bien compris celle-là. Il y a eu aussi Fabulous. Work This Out. You Are the Music in Me. Ainsi que la version de Sharpay, évidemment. Bet on It. I Don't Dance alors qu'ils ne font que ça. Bande de mythos.
ou bien Gotta Go My Own Way. What about us? What about everything we've been through? What about you? Stop it. Get some help. Je pourrais écrire un livre et en faire une conférence dessus tellement le truc est puissant. Et je parle que de Gotta Go My Own Way. What about... Non, j'arrête. Disney Channel a eu plusieurs primes, mais High School Musical a été le prime des primes niveau stats. Au vu des chiffres fous, en 2008, Disney a décidé que pour le dernier volet de la trilogie, le film sortira au ciné et quelle bonne idée. Avec un budget de 30 millions de dollars, ils ont réussi à générer un box-office de 252,9 millions de dollars. Et pour info, pour qu'un film soit rentable, il faut au moins qu'il fasse 3 fois son budget, donc je te laisse faire le calcul. Là aussi, la soundtrack est plutôt pas mal. I Want It All. Can I Have This Dance? Ou même The Boys Are Back. Suite à ça, il y a eu un spin-off autour du personnage de Sharpay, appelé Sharpay's Adventure, et la franchise a eu droit à sa propre version mexicaine, argentine, brésilienne et chinoise. Hannah Montana, mars 2006. Hey, what's up? I'm Miley Cyrus from Hannah Montana, and you are watching Disney Channel. Passons au cas Hannah Montana qui débarque chez nous courant mars 2006 avec ce générique iconique. C'est l'histoire de Miley Stewart qui mène une double vie en tant que star de la pop Hannah Montana, tout en restant une jeune fille ordinaire. Elle doit jongler entre ses obligations de célébrité et sa vie privée, tout en cherchant à rester fidèle à elle-même et à ses proches. Et surtout, son seul déguisement, c'était sa perruque. Elle se prenait pour Superman la petite. Et le pire, c'est que ça marchait. Une idée qui date de l'époque du film de Lizzie McGuire. Mettant en scène Miley Cyrus qui joue Miley Stewart, Billy Ray Cyrus qui incarne Robbie Ray Stewart, son père dans la vraie vie et dans la série, Emily Osment qui interprète Lily Truscott, Mitchell Musso qui est Oliver Hocken et Moises Arias qui incarne Rico. Miley Cyrus, née Destiny Hope Ray Cyrus, est la fille du chanteur de country Billy Ray Cyrus. Elle a été surnommée Smiley lorsqu'elle était enfant en raison de ce sourire constant. Ce surnom a été raccourci en Miley et c'est resté ainsi. Elle a même fini par remplacer légalement son prénom complet par Miley Ray Cyrus. Au départ, elle avait auditionné pour le rôle de la BFF d'Hannah Montana. I'm Miley Cyrus, I'm with CED and I'm auditioning for the role of Zoe in Hannah Montana. Puis lui ont dit d'auditionner pour le rôle principal, tout ça pour qu'ils lui disent « Nah, t'es trop frêle, petite, trop jeune, nah, en fait, nah, ça va pas le faire, va-t'en ». Mais finalement, ils sont revenus sur leur décision car la petite âgée de 13 ans savait chanter et était rigolote. Ouais, c'était vraiment ça leur raison du comeback. Je viens juste de le remarquer, mais Miley, c'est l'enfant de Britney Spears et Amanda Bynes. Je voulais poser ça aussi. Résultat, encore un hit colossal pour Disney Channel. Hannah Montana était partout, même dans mes rêves, ok? J'ai encore le vif souvenir de la voir absolument partout. Alors que je n'avais même pas Disney Channel là. Mais elle était partout, car elle et son merch étaient aux trousses de chaque portefeuille de chaque personne qui vit sur Terre. Pour que tu comprennes, encore, parce que je pense que t'as pas encore compris, Disney Channel en 2008 s'est fait 1 milliard de dollars uniquement via le merch d'Hannah Montana. Hannah Montana était une franchise à plusieurs milliards. C'était 3 albums soundtrack numéro 1 des charts avec Taylor Swift de crédité. Ça aussi, je pose ça là. C'était également The Climb, Party in the USA, et Seven Things. Tout ça via leur label phare Hollywood Records. C'était de records d'audience comme l'épisode diffusé juste après High School Musical 2 dans lequel il y avait les Jonas Brothers pour la première fois sur la chaîne. So wait, mama, it's the Jonas Brothers. Ce fut l'épisode le plus vu de la série avec exactement 10,7 millions de personnes. Logiquement, elle a eu droit à un film-concert et un film dédié appelé Hannah Montana le film.
Je viens de remarquer qu'ils se font pas trop chier niveau nom de film. Vraiment pas. Petit aparté, gossip. Il y a eu un conflit entre Miley et Emily Osment qui jouait sa meilleure amie à l'écran pendant les 2 premières saisons. Miley avouera qu'elle était intimidée par l'expérience de cette dernière et à chaque fois qu'elle essayait d'être amie avec elle, ça se terminait en dispute. Puis, avec le temps, les choses se sont arrangées. Au moins, aucune s'est fait virer suite à ce bif. Mais en 2011, c'est la fin d'Hannah Montana. Miley Cyrus change drastiquement de DA, elle grandit et évolue. Elle sort Can't Be Tamed à la même période que la dernière saison d'Hannah Montana, et ce fut le début de la fin. Phineas et Ferb, août 2007. Je suis obligée de donner ses fleurs à ce chef-d'œuvre, sans qui je ne saurais pas que le petit bout entourant le lacet s'appelle un aglet. À jamais, je serai reconnaissante. Phineas et Ferb débarque sur nos écrans en août 2007. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. C'est un dessin animé qui suit les aventures de 2 jeunes demi-frères, Phineas et Ferb, qui passent chaque jour de leurs vacances d'été à construire des inventions incroyables et à vivre des aventures extraordinaires. Leur sœur essaie constamment de les dénoncer auprès de leur mère et ça marche jamais, tandis que leur ennemi est un méchant comique qui complote pour conquérir le monde. Sache que je viens d'apprendre que Phineas et Ferb ne sont pas frères, hein. Non, enfin, c'est pas des frères biologiques. Ils sont demi-frères grâce au mariage de leurs parents. Bah dis donc, cette vidéo que de révélations. Même pour moi. Vincent Martella, qui joue dans Tout le monde déteste Chris, fait la voix de Phineas. Candace, c'est Ashley Tisdale. Isabella, c'est Alison Stoner. Ferb, c'est Thomas Brody Sangster. Il a joué dans Game of Thrones, Le Jeu de la Dame et Labyrinthe. Phineas et Ferb était à Disney ce que Bob l'éponge était à Nickelodeon. À ce jour, il détient le record de l'épisode le plus vu de toute l'histoire de la chaîne avec 10,8 millions de téléspectateurs pour son premier épisode. La série a eu droit à 2 films, un spin-off et un crossover Marvel. De surcroît, la série a gagné plusieurs Emmy dans le plus grand des canons. Quand je dis que la série est quali, c'est vraiment un petit bijou encore aujourd'hui. Les sorciers de Waverly Place, octobre 2007. Hey, I'm Selena Gomez from Wizards of Waverly Place, and you're watching Disney Channel. Hello. Ah, thank you. Nous voilà en octobre 2007 et un nouveau phénomène est sur le point de débarquer sur les ondes. La série Les Sorciers de Waverly Place. Avec Selena Gomez, David Henry et Jake T. Austin jouant respectivement Alex, Justin et Max Rousseau. Les Sorciers de Waverly Place suit les aventures d'Alex Rousseau, une ado qui, avec ses frères Justin et Max, doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques tout en jonglant avec sa vie d'ado. La série explore les défis familiaux, les relations entre les membres de la famille Rousseau et les conséquences de l'utilisation de la magie dans leur quotidien. À 15 ans, la petite Selena Gomez obtient le rôle principal de cette série. Avant Disney, elle commence sa carrière à seulement 10 ans au sein de la série très populaire chez les enfants américains, Barney et ses amis. Par la suite, elle avait déjà travaillé avec Disney Channel, elle avait fait une première apparition dans La vie de palace de Zack et Cody en 2006 et une autre apparition dans Hannah Montana en tant que pop star rivale. La série a eu droit à son propre film au vu de son succès immense, qui fut lui aussi un succès, comptabilisant 11,4 millions de téléspectateurs. L'épisode final de la série est l'épisode final le plus vu de toutes les séries de l'histoire de la chaîne. Au cours de sa diffusion, la série a même eu droit à 2 Emmy et a été plusieurs fois nominée aux NAACP. Ce fut au tour de Selena de porter Disney Channel sur ses épaules toutes frêles d'ado. Pendant cette ère, elle était à l'affiche de la suite de Comme Cendrillon avec Hilary Duff à l'époque. Dans ce film, elle a joué aux côtés de Jane Leach et Drew Seeley. Elle était également à l'affiche de Princesse Protection Programme avec Demi Lovato. Maintenant tu connais la chanson, il signe évidemment Selena sous Hollywood Records, même si elle n'est pas très douée en chant, faut se l'avouer. Mais qu'importe. Elle n'est pas signée en tant qu'artiste solo, mais dans un groupe appelé Selena and the Scene. Ensemble, ils vont sortir 3 albums, incluant l'entêtant et le détestable Love You Like a Love Song.
Là encore ça va, parce que c'est peut-être la nostalgie qui parle. Non, parce que après la nostalgie de la haine que j'ai eue pour ce son ressort aussi, donc ça va pas. La promo de la bande-son de la série a été utilisée pour promouvoir l'album du groupe de Selena. Et comme Disney Channel adore le multiverse, le temps d'un épisode en 2009, ils ont décidé de prendre un peu de La Vie de Croisière de Zack et Cody, un peu des Sorciers de Waverly Place et un peu d'Hannah Montana pour nous pondre l'épisode La Vie de Croisière ensorcelante d'Hannah Montana. Il fallait bien renter encore une fois leur série phare. Ils ont raison. La série se termine en 2012 avec plus de 106 épisodes à son actif, dépassant le record précédemment détenu par Phénomène Raven. Camp Rock 2008. Hi, I'm Joe Jonas from Camp Rock, and you're watching Disney Channel. En juin 2008, c'est le DCOM ou le téléfilm Camp Rock qui débarque dans nos vies, mettant en vedette Demi Lovato, âgée de 15 ans, Alyson Stoner, Roshan Figan et les Jonas Brothers, fraîchement signés chez Hollywood Records quelques mois auparavant. Le film suit Michelle Torres, empruntant les traits de Demi Lovato. Une jeune fille talentueuse qui rêve de devenir chanteuse et obtient une place dans un camp musical prestigieux. Là, elle fait face à des rivalités, notamment avec la star du camp, Shane Gray, jouée par Joe Jonas, tout en cherchant à prouver son talent et à se faire accepter pour qui elle est vraiment. Une réussite à tous les niveaux. La première du film a rassemblé près de 8,9 millions de ricains et la soundtrack s'est écoulée à plus de 188 000 exemplaires la première semaine, avec entre autres We Rock et This Is Me. Featuring les genoux de Demi qui ont eu leur rôle à eux seuls. Demi a commencé sa carrière quand elle avait 10 ans, chez Barney et ses amis, exactement comme Selena Gomez, si t'as bien suivi. Elles ont carrément joué ensemble là-bas. Et elle a également joué dans Prison Break, parce qu'elle a pas le temps. Puis, avant Camp Rock, elle a joué dans la série Disney Trop la classe. Quand elle auditionna pour le rôle de Michelle Torres, elle auditionna aussi pour le rôle principal de la série Sony, sortie en 2009, qu'elle a tous deux décroché bien évidemment. Elle a aussi filmé 2 pilotes pour le spin-off de La Vie de Palace de Zack et Cody et celui de Lizzie McGuire qui n'ont jamais vu le jour. Voyant les pépettes défiler de partout, en 2008, Disney signe Demi dans leur label Hollywood Records. Quelle surprise! Car la petite sait jouer du piano, de la guitare, chante, joue et danse. Elle incarne le rêve ultime pour Disney Channel. Quant au Jonas, c'était d'abord Nick qui a commencé à jouer à 7 ans sur les planches de Broadway. Puis, quelques années plus tard, c'est son grand frère Joe qui le rejoint. En 2004, Nick seulement devait sortir un album en solo. Mais finalement, ses frères Joe et Kevin le rejoignent car ils se rendent compte qu'ils sonnent plutôt bien ensemble. Ainsi, les Jonas Brothers sont créés. Il faut par la suite plusieurs premières parties, dont celle de Kelly Clarkson, Jesse McCartney, les Backstreet Boys et les Veronicas. Et ont partagé une tournée spéciale prévention contre les drogues avec les protégés d'Hollywood Records et les NAG et les Cheetah Girls. De base, ils n'avaient rien à voir avec Disney et étaient même signés chez Columbia. Mais ce dernier les a lâchés et c'est pourquoi le label de Disney a repris le dos. Tout à l'heure, au segment d'Hannah Montana, je t'ai parlé de son épisode le plus vu avec les Jonas Brothers, datant de 2007. En fait, ce fut une stratégie pour faire connaître le groupe et surtout ce fut un petit essai pour voir s'ils passaient bien à la télé, afin de leur donner éventuellement un show. Par conséquent, ils vont non seulement avoir droit à 2 films, Camp Rock 1 et 2, mais aussi avoir droit à leur propre série Jonas LA. Et enfin, on a Alyson Stoner. Elle, à 9 ans, dansait déjà pour Missy Elliott, Eminem, Outkast et Will Smith. À 13 ans, c'était la personne la plus jeune à enseigner au sein de l'une des plus grosses écoles de danse et réputée de LA, The Millennium Dance Complex. Alyson a commencé à travailler pour Disney à l'âge de 8 ans, via Max Super Short Show, et faisait des apparitions sur le plateau d'Hélène DeGeneres, et sur d'autres productions Disney au fil du temps, comme Phineas et Ferb, Lilo & Stitch la série, 13 à la douzaine, La Vie de Palace de Zack et Cody, etc., etc., etc. Et également dans d'autres productions hors Disney, comme la saga Step Up. Camp Rock a évidemment droit à une suite sortie en 2010 appelée Camp Rock 2, le face-à-face, avec les sons Can't Back Down et Introducing Me.
Et vraiment comme star là. Ils ont dead, je veux rien savoir. Même si la saga Cop Rock est un succès, l'aventure s'arrête au bout du deuxième film. Selon certaines rumeurs, Demi avait des difficultés dans sa vie perso, dont certaines qui auraient impacté la promo du deuxième film. Petit à petit, Disney Channel coupe les ponts avec Demi. Et en 2011, c'est rideau pour elle. De plus, les Jonas Brothers décident de prendre une pause dans le même temps. Cependant, Demi reste signée chez Hollywood Records jusqu'en 2017, sortant 5 albums solo au total comprenant les titres Skyscraper, Give Your Heart a Break, Heart Attack, Code for the Summer, Confident ou bien Stone Cold. Bonne chance Charlie 2010. I'm Bridget Mendler from Good Luck Charlie and you're watching Disney Channel. On va parler d'une dernière série en vite fait car je ne peux pas toutes les faire. Et là, j'ai déjà fait beaucoup. Hein? Il a fallu que je fasse un choix et... Bon, j'avoue, j'ai parlé de tout et n'importe quoi. Lol. On va s'intéresser à Bonne Chance Charlie, sorti en 2010. Avec Bridget Mendler et Jason Dolley. La série suit la famille Duncan composée des parents Bob et Amy, de leurs enfants Teddy, PJ, Gabe et de la petite Charlie. La série se concentre sur Teddy qui filme des vidéos pour sa petite sœur Charlie afin de l'aider à traverser des défis de la vie quotidienne avec des conseils pratiques et humoristiques tout en montrant les situations comiques de la vie familiale. Bridget, celle qui joue Teddy, commença sa carrière d'actrice à 12 ans et avant Bonne Chance Charlie, elle avait auditionné pour Sony mais n'a pas eu le rôle. Et avait un rôle récurrent dans Les Sorciers de Waverly Place. En 2011, elle figurera à l'affiche d'un de mes DCOM préférés, Lemonade Mouth, avec Adam Hicks, Naomi Scott, Ellie Kiyoko et Tisha Campbell. Et ça raconte l'histoire de 5 adolescents qui se rencontrent au lycée et forment un groupe de musique après avoir été réunis par leur passion commune. Ensemble, ils surmontent les défis personnels et sociaux tout en luttant pour faire entendre leur voix et défendre leurs convictions à travers la musique. Accompagné d'une bande son géniale, comprenant Determinate, let me together. Ou Somebody. Et Breakthrough. Et comment oublier She's So Gone. Comment l'oublier, s'il vous plaît. Suite à ça, Bridget fut signée sous, devine la suite, Hollywood Records. Après la fin de Bonne Chance Charlie, en 2014, elle se lança dans une carrière musicale en parallèle de sa carrière d'actrice. Et nous a pondu des sons comme la reprise de Ready or Not des Fugees et Hurricane. Et surtout, elle obtient un diplôme en psychologie de l'université d'Harvard et s'est impliquée dans des activités philanthropiques. Plus récemment, elle a poursuivi une carrière dans le domaine du développement de produits et des technologies aérospatiales. La go est loin, loin. Circle of Stars. Pour te dire à quel point Disney Channel adore le multiverse. Et je sais que tu me crois, mais j'ai besoin de parler du cas Circle of Stars. Circle of Stars fut un projet musical de la chaîne, un groupe confectionné par les producteurs Disney, composé d'acteurs des séries et des films de l'univers de la chaîne. Ce groupe qui change constamment fait des covers des chansons populaires de la firme, pour qu'ensuite les sons apparaissent dans des compiles CD Disney vendus partout où ils le pouvaient. Le premier, Circle of Stars, date de 2003 et était composé entre autres de Hilary Duff, Raven Simone, Christy Carlson Romano, Annalise Van Der Poel, Kyla Pratt et Orlando Brown, qui ont interprété Circle of Life du Roi Lion. In the circle of life, it's the wheel. La deuxième slave, datant de 2006, a interprété la chanson A Dream is a Wish Your Heart Makes de Cendrillon. Était composé entre autres Raven Simone, Annalise Van Der Poel, les jumeaux Cole et Dylan Sprouse, Brenda Song, Kyla Pratt et Orlando Brown. Pour info, les jumeaux Sprouse savaient chanter, mais pas
parfois elle faisait en sorte de chanter faux pour pas que Disney se fasse des idées. Lol. En 2009, la troisième version de Circle of Stars, qui est l'une des plus connues, était composée de Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato et les Jonas Brothers, qui ont interprété Set It On. Et la dernière version date de 2014 avec Sabrina Carpenter, Jordan Fisher, Sky Jackson et Peyton Royalist qui ont interprété Do You Want to Build a Snowman? Cependant, après le prime vient souvent le déclin et Disney Channel n'a pas échappé à cette règle. Quatrième ère 2014 à maintenant, le déclin. Pour cette nouvelle ère, il change de logo. Le nom est sur un fond bleu et sur le point du i, on aperçoit la petite silhouette de Mickey. Anne Sweeney, la présidente de Disney Channel pendant son âge d'or, prend ses clics et ses claques et se barre du navire. Pendant cette époque, voici un échantillon du programme de la chaîne. Le monde de Riley, avec Sabrina Carpenter et Rowan Blanchard, c'est le spin-off d'Incorrigible Cory de 93, Le garçon idéal avec Shanna McClain et Noah Centineo, Zapped, une application d'enfer avec Zendaya, Agent Casey avec Zendaya et Trevor Jackson, la saga Les Descendants avec Dove Cameron, Shanna McClain, Cameron Boyce, R.I.P. et Sophia Carson. Et dans le 2, le son Chillin' Like a Villain est mon obsession. Ok? Mon obsession. Avec Shaina qui donne tout sur What's My Name. What's my name? What's my name? Say it louder. What's my name? Quand Kiki Waka, série dérivée de Jessie. Bizaardvark avec Olivia Rodrigo et les frères Jack et Logan Paul. Harley, le cadet de mes soucis, avec Jenna Ortega. Soul Luna. Raven, avec Raven en tant que productrice et actrice, et Annalise Vanderpool, Andy, Réponse la série, avec les voix de Mandy Moore, Julie Bowen et Zachary Levi, High School Musical, la comédie musicale, la série, avec Joshua Bassett, Sophia Wiley et Olivia Rodrigo qui a écrit 2 sons dans la soundtrack. Et cette série, c'est vraiment mon plaisir coupable, je vous l'avoue. Les super vilains de Valley View. Il y a aussi Waverly Place, les nouveaux sorciers, avec David Henry, David DeLuise et Selena Gomez qui est aussi créditée en tant que productrice. Et le Saturdays, Ma vie en roller, produit par Marcia Martin. Il y avait aussi du contenu pas créé par Disney, mais diffusé sur la chaîne comme Miraculous. Bluey, ou bien Boy, Girl, etc. Certaines de ces nouvelles séries incluent des épisodes avec parfois des sujets plus deep avec plus d'inclusion. Par exemple, dans High School Musical, la série, il y a plusieurs persos qui sont gays, et c'est une avancée de fou pour Disney. On dit oui au gay agenda, en fait. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! La période 2012-2014 représente l'apparition et la démocratisation des réseaux sociaux dans la vie de nombreux jeunes. Les enfants et les ados ont progressivement changé leurs habitudes de consommation des médias. Il n'y a plus que la télé, il y a également les ordis, les tablettes et les smartphones remplis de distractions en tout genre, à leur demande sans attendre un jour ou une heure spécifique. Niveau popularité, les shows que j'ai cités plus tôt n'arrivent même pas à la voûte plantaire des shows de la Prime Era. Mais ça fait pas les tcholololo. Je pense que les contenus n'ont pas forcément baissé en qualité, mais la demande pour ces shows ont cependant baissé. C'est pourquoi maintenant les superstars Disney ne sont que des souvenirs, de la simple nostalgie. Pour se mettre un peu à la page, ils ont essayé d'incorporer plus d'influenceurs dans leur show avec Bizaardvark, avec par exemple Jack et Logan Paul, et avec des apparitions de Lily Sign et Jojo Siwa. Et ça n'a tout de même pas rencontré le succès escompté. 2019, c'est l'année où le groupe lance Disney+, sa propre plateforme de streaming, qui sera le QG de tout programme signé Disney. Quand Netflix a été lancé en 2014, la présidente de Disney Channel disait que Disney allait jamais, au grand jamais, se lancer dans le streaming. Comme quoi, il a fallu 5 petites années pour changer d'avis.
Never say never, never. En 2020, la chaîne accuse la perte de 33 millions d'abonnés. Une perte colossale, mais logique. La même année, il décide d'arrêter les frais avec la chaîne Disney XD et la ferme complètement en France et aux States. Puis 2022 arrive, c'est l'année des premières fois sur Disney+. Car dessus, ils sortent pour la première fois un téléfilm un mois avant la diffusion sur la chaîne afin de donner plus d'attention à la plateforme. De plus, il reboot la série animée Cool Attitude avec Kyla Pratt, Cedric the Entertainer et Kiki Palmer, qui devient une exclusivité Disney+. À ce stade, ce genre de décision, c'est une question de survie. Est-ce que même les enfants regardent la télé autant qu'avant? Le constat est clair, alors ils ont sauté dans le train du streaming. Mais oui, c'est clair! Disney Channel ferme dans pas mal de pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, en Corée du Sud ou encore en Italie. En France, normalement, elle devait cesser ses activités fin 2024. Mais finalement, elle est toujours diffusée via Orange et Free. Disney Channel meurt petit à petit pour que Disney+ reprenne le flambeau. L'impact Disney. Disney Channel fut un incubateur de stars. C'était littéralement un rite de passage obligé pour n'importe quel enfant qui voulait être une star né dans les années fin 80, 90 et 2000. Et la chaîne a su capitaliser sur ça. Petit à petit, ils apprenaient comment faire, puis comment perfectionner ce système pour faire le plus de pépettes possible. Tout un stratagème dans lequel les petits étaient talentueux, mais les gars derrière eux étaient des génies. Des génies à se faire des milliards sur leur petit dos. Ce qui est drôle, c'est qu'à force, il y avait même une manière pour jouer sur la chaîne, afin de coller à la brème. Disney Channel acting is its own art form. And to master it, you're gonna need a special set of tools. Coucou Raven, Shia LaBeouf, Miley, Demi, Zendaya, Jessie et j'en passe. Il est intéressant de constater que la chaîne de Disney Channel et de Nickelodeon s'est produite à peu près au même moment. Bien qu'il y ait plusieurs raisons à cela, Disney et Nickelodeon ont commencé à perdre de leur pertinence vers 2014. C'est également à cette période que les deux chaînes ont apparemment mis fin à la machine Popstar, qu'ils avaient mis en place dans les années 2000 et qui nous a apporté certaines des plus grandes stars que nous connaissons aujourd'hui. Pour beaucoup, Bonne Chance Charlie et Victorious, qui ironiquement ont débuté à une semaine d'intervalle en 2010, sont considérés comme les dernières grandes émissions des deux chaînes. Et après la fin de ces émissions, les deux chaînes n'ont plus jamais été les mêmes. Mais t'inquiète pas, les autres raisons de la chute de la chaîne, je vais en parler dans les prochains épisodes. Tiens-toi prêt parce que... Ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir.